Quelque part, j'ai été entraîné dans cette voie-là. Je pense que le moment dont je peux parler, c'est lorsque j'étais en prépa, en classe prépa, où j'ai bien vu que par rapport au projet professionnel que je pouvais construire, le travail dans l'industrie, ce n'était pas quelque chose qui m'attirait vraiment, alors que j'avais cette attraction intellectuelle vers une activité plus créative quelque part, qui à la base était fondée sur de la science, quelque chose qui me parlait, quelque chose où je constatais qu'on pouvait avoir un projet de construction solide à très long terme, et à la fois la possibilité d'avoir un travail créatif, et donc basé sur l'intuition plutôt que sur le rendement, basé sur des choses voilà, qui me passionnaient un peu plus. Donc effectivement, le côté passionnant du métier a été un des points fondamentaux de mon choix. Alors j'ai cette image quand j'étais en école primaire, en CM1, où dans le coin de la salle, il y avait un grand cube fait de petits cubes qui était fait pour nous expliquer la multiplication. Et alors peut-être qu'à certains moments j'étais moins attentif sur ce que disait notre maîtresse, et je me souviens que je pouvais passer du temps à visualiser cet objet et à conceptualiser un peu ce que c'était la multiplication. Et ça, c'est un des souvenirs qui remonte au plus longtemps, où je vois bien que j'avais quelque chose qui m'aspirait mentalement dans les mathématiques. Bien, à la fin du lycée, il y a d'autres domaines qui m'attiraient. La psychologie ou tout ce qui est neuro, c'était quelque chose, je ne connaissais rien, mais éventuellement je m'étais dit pourquoi pas. Ou les arts également. Et effectivement, j'ai ma famille qui m'a un peu plus poussé pour aller en école d'ingénieur et faire une carrière d'ingénieur. Et moi-même, je me disais qu'effectivement, c'était un choix assez solide dans la mesure où les sciences m'intéressaient, où j'avais des facilités, que c'était peut-être le choix le plus raisonnable. Et j'ai été convaincu que c'était un bon choix et je n'ai jamais regretté. Alors mon domaine de recherche concerne les matrices aléatoires, les grandes matrices aléatoires, donc qui consistent en l'étude des tableaux de grandes dimensions. Lorsque la dimension tend vers l'infini, trouver un contexte conceptuel pour pouvoir faire du calcul. Et plus spécifiquement, dans ce cadre-là, je travaille sur la notion de liberté. Donc, ce qui est beaucoup plus accessible en général, les gens qui me rencontrent et qui me demandent ce que je fais, ils ont l'a priori, ils me disent « je ne vais pas comprendre ce que tu fais, ça ne va pas me parler ». Je dis bah, « écoute, je travaille sur la liberté ». Et là, en général, ils sont un peu surpris parce que la liberté, tout le monde connaît. Et donc la liberté dans la théorie des matrices aléatoires, elle intervient en introduisant une nouvelle notion de liberté d'indépendance qui va prolonger ce qu'on connaît pour ce qui est en probabilité, la liberté des phénomènes aléatoires. Quand on lance 2D, on se rend à peu près bien compte intuitivement que le résultat de l'un, il ne va pas tellement influencer sur le résultat de l'autre. Et à la base de ça, il y a quelque chose qui est universel, en fait, qui permet à tout un chacun de pouvoir faire des calculs de probabilité élémentaire. Quand on joue à des jeux, la probabilité d'obtenir 10, 11 ou 12 en lançant 2D, bon, en réfléchissant un petit peu, tout un chacun peut un peu se faire une idée des probabilités, de comment ça marche. Donc il y a quelque chose d'un petit peu intrinsèque qui nous permet de capter ça. Dans les années 80, il y a un chercheur du nom de Voiculescu qui a introduit un autre monde de liberté qui, lui, va plus s'appliquer au monde quantique, c'est-à-dire, pour schématiser très vulgairement, au monde de l'infiniment petit. Donc si on était de la taille d'un proton et qu'on jouait au dé, eh bien, en lançant 2 dés, il y aurait d'autres règles qui fait qu'on pourrait obtenir 10,5 en faisant la somme de 2 dés à 6 faces. Ce champ de recherche, il a été très important en matrice aléatoire. Il a permis pendant 30 ans de développer des méthodes de calcul. Et en essayant de prolonger ces méthodes de calcul à d'autres ensembles de matrices aléatoires, je me suis aperçu qu'en fait, il y avait une autre notion de liberté, plus générale, qu'on pouvait créer, qu'on pouvait inventer, et qui avait cet avantage conceptuel à la fois de contenir la liberté de Voiculescu, de ce monde quantique, mais à la fois de retranscrire également la liberté des êtres humains et des dés physiques qu'on connaît. Et donc j'ai développé cet univers-là. D'abord d'un point de vue conceptuel, c'était très satisfaisant du point de vue intellectuel d'avoir un joli cadre comme ça, mais pendant un peu de temps, c'est resté une belle idée qui ne permettait pas forcément de faire des calculs très concrets. Et à force de travail, et en s'entourant de jeunes gens qui étaient captivés par ce domaine-là, on a réussi à montrer qu'on pouvait faire des belles maths, qu'on pouvait calculer des choses, et avec un ordinateur, maintenant, on peut faire des algorithmes qui font des calculs concrets sur des modèles de matrices aléatoires.
Alors un eureka de recherche, oui il y en a, mais en fait j'aimerais plutôt parler de quelque chose quand j'étais étudiant. Plutôt de comprendre une notion, c'est pas moi qui l'ai inventée, mais de vraiment avoir conceptuellement une rupture et un peu un vertige en fait par rapport à voir les choses différemment. Le mot-clé de la théorie, ça s'appelle l'analyse multirésolution. C'est un mot un peu barbare, mais ce que ça signifie, c'est qu'on va regarder un ensemble, on va regarder l'univers, on va regarder quelque chose de concret, mais on va à la fois être capable de le regarder en regardant à divers points dans l'espace, en se déplaçant, donc ça nous change la perspective, mais à la fois en le regardant en changeant la dimension, en étant plus grand, en étant plus petit. Et de s'apercevoir en fait que toutes ces nuances, cette variation, si conceptuellement on essayait de se placer à différents endroits et à différentes échelles, en fait on voyait les objets d'une manière un peu plus profonde, un peu plus intime, et on était un peu plus immergé dedans. Et je me rappelle, après avoir fait un stage donc, où j'ai été saisi un peu par ce regard-là, qui m'a été utile pour certains aspects de mon stage. Après, c'était les vacances, j'ai pris de la distance par rapport à ça, et je regardais le ciel étoilé, et mentalement, je prolongeais cette démarche pour voir ce ciel étoilé un peu, ou l'imaginer du moins, avec ce regard-là, et de voir qu'effectivement, il y a quelque chose de mathématique qui m'a poussé à avoir ce vertige de, oui, je vois plus de choses que ce que mes yeux me montrent, ou en tout cas c'est ce que j'imagine. Je travaille pour une bonne part tout seul, et ensuite, c'est assez fondamental, en équipe. Les deux choses se mêlent. Et donc il y a une partie de défrichage de la théorie, où on va explorer quelles sont les voies possibles, et là-dessus connaître ce qui se fait autour de nous, avoir des gens qui nous disent telle chose est importante dans telle discipline, ce que je ne soupçonne pas forcément, c'est une invitation pour regarder un sujet. Ça permet ensuite, à un moment, de se poser éventuellement tout seul, et là de s'immerger dans la question, une fois qu'elle a été définie et qu'on sait quel est le challenge mathématique qu'on veut remporter, et là donc de se plonger dedans de longues heures, dans le calme certainement. Ça peut être avec un casque et des collègues autour, ou tout seul chez moi, ou souvent quand j'ai l'occasion de faire des séjours scientifiques, je change de cadre. J'étais par exemple au Mexique pendant un an, il y a 2 ans, où en arrivant, j'avais un nouvel univers, des nouvelles habitudes, mais surtout beaucoup de temps pour me plonger dans mon travail. Et ça, c'est, je trouve, un terrain propice pour se mettre dans le travail. Et donc, il y a plusieurs aspects. Dans ce défrichage et dans le moment où on appréhende le problème, il y a un grand pouvoir de l'intuition. C'est-à-dire, on voit des choses qu'on ne sait pas encore formuler, ou qu'on imagine ou qu'on espère. Et ensuite, il y a le travail du formalisme, la partie rigoureuse, la partie de calcul, où on essaie d'atteindre un petit peu ça et de répondre à cette question ou de confronter la contradiction qu'il peut y avoir entre nos connaissances, notre intuition et ce qu'on calcule vraiment. Alors, le thème ici, c'est celui des tenseurs aléatoires, donc c'est lié à ces objets de grande dimension. C'est un objet un peu différent des matrices aléatoires, car les matrices aléatoires sont simplement un exemple des tenseurs aléatoires, et les problèmes spécifiques des tenseurs aléatoires sont des problèmes que je découvre. C'est toujours comme ça, il y a des choses qui se ressemblent beaucoup en mathématiques, mais qui sont très différentes. Donc j'ai été invité car parmi les organisateurs, j'ai des collaborateurs et amis, des gens très proches, donc ils trouvaient ça naturel de m'inviter. Et par ailleurs, c'était aussi l'occasion de retrouver du monde, de retrouver un contact avec des gens que je connais ou avec des gens que je rencontre, et puis de découvrir des nouvelles questions, des nouvelles théories. Mais le thème, c'était un peu une synthèse donc, des recherches de ces 10 dernières années, à travers les questions de liberté de grandes matrices aléatoires et de cette liberté donc, que j'ai développée. Ça s'appelle la liberté des trafics, c'est son nom, peu importe ce que ça veut dire précisément. Donc j'ai rappelé quelles ont été les grandes étapes des années 70, des années 80 et des 30 dernières années, enfin des 30 années qui ont suivi et des résultats qui ont été produits, et comment les résultats que j'ai produits et que nous avons produits en équipe ont permis en fait, de prendre les mêmes équations qu'à l'époque, de changer quelques symboles et de montrer que dans des contextes où on ne s'attendait pas, ces équations-là répondaient à ce qu'on voulait faire et permettaient de faire ces calculs.
Alors j'étais déjà venu à plusieurs reprises, je crois 3 fois, notamment pour une conférence ciblée sur les étudiants en doctorat et à d'autres moments sur des conférences plus spécifiques, plus spécialisées. Et c'est toujours un plaisir parce que le cadre est vraiment fantastique. Le fait qu'on soit un petit peu isolé dans la nature, ça permet d'avoir l'esprit paisible. Ça permet aussi d'avoir l'esprit en communauté où on est immergé avec les collègues et du coup on a l'opportunité d'avoir de grandes discussions. Si on a besoin de parler avec quelqu'un, on sait qu'on va trouver un moment pour le faire. Et puis aussi de pouvoir aller prendre l'air dans ce paysage magnifique que sont les Calanques.